Encore une attaque au couteau près de Jérusalem. Aujourd'hui, une soldate de 20 ans grièvement blessée. Le terroriste a lui été abattu. D'autres tentatives ont été déjouées dans la journée. Netanyahou a-t-il réécrit l'histoire de la Shoah? Vive polémique après ses propos où il affirme que le moufti de Jérusalem a soufflé à Hitler l'idée d'éliminer les Juifs. Un voyage éclair d'Assad à Moscou pour rencontrer Poutine, c'était la nuit dernière. La France, elle, continue d'accuser Moscou de conforter le régime d'Assad alors que Russes, Américains, Turcs et Saoudiens vont se rencontrer à Vienne vendredi sur la Syrie. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Les attaques continuent de garder un rythme quotidien, même si elles sont plus espacées. 2 tentatives aujourd'hui qui ont échoué. C'était ce matin en Cisjordanie. Et puis cet après-midi, une soldate israélienne de 20 ans très grièvement blessée après avoir été poignardée. Cela se passe non loin de Jérusalem. Le terroriste a été abattu et son complice a pu être arrêté. Julia Ganancia. Les attaques au couteau ne cessent pas en Israël. Une soldate israélienne de 19 ans vient d'être poignardée au cou en Cisjordanie. Elle est évacuée vers l'hôpital Hadassah de Jérusalem dans un état critique. Nous sommes près de l'implantation d'Adam, à l'est de Ramallah. L'un des terroristes est tué par une soldate en faction, témoin du drame, et l'autre assaillant est arrêté par les forces armées. Au sein de la communauté, les habitants refusent de céder à la panique. Notre localité est assez tranquille, il ne s'est rien passé depuis très longtemps. Maintenant, après cet attentat, on doit faire plus attention. On doit fermer les portes des maisons et des balcons. C'est sûr qu'il faut faire plus attention. Plus tôt dans la même région, un policier israélien est renversé par un conducteur lors d'un contrôle de sécurité sur une route principale. Les policiers ouvrent alors le feu sur le véhicule, mais le conducteur réussit à s'échapper vers le village de Silouad en Cisjordanie. Ce mercredi matin, une jeune Palestinienne de 15 ans tente de mener une attaque au couteau contre une implantation du nord de la Cisjordanie. Il s'agit de Itzar, au sud de Naplouse. Les soldats auraient reçu des informations sur l'imminence d'un attentat. La suspecte est finalement légèrement blessée par l'armée. Des attaques que rien ne semble pouvoir arrêter, malgré les tentatives de médiation de Ban Ki-moon et Laurent Fabius. La spirale de violence ne connaît pour l'instant aucun répit. Alors, on va tout de suite prendre la direction de Jérusalem où nous attend Cyril Amar. Bonsoir Cyril. D'abord, un bilan de cette journée avec effectivement donc, cette attaque très grave d'une soldate tout à l'heure. Oui, nouvelle journée de violence en Cisjordanie. Tout commence ce matin donc près de la ville de Naplouse en Cisjordanie, plus précisément près de l'implantation juive d'Itzar, où des soldats ouvrent le feu en direction d'une jeune adolescente palestinienne d'une quinzaine d'années, après que celle-ci se soit approchée des soldats en faction avec un couteau à la main. Quelques heures plus tard, contrôle de routine, cette fois-ci au sud de la Cisjordanie. Un chauffeur palestinien fait mine de s'arrêter pour être contrôlé, puis il accélère soudainement, blessant légèrement un policier. Alors les policiers ouvrent le feu, mais le chauffeur réussit à prendre la fuite vers un village palestinien avoisinant. Et puis on en a parlé dans le sujet, cette attaque la plus grave certainement à la frontière entre le nord de Jérusalem et le sud de Ramallah, plus précisément près de l'implantation de juifs de Geva Adam. Eh bien une soldate israélienne d'une vingtaine d'années qui est poignardée violemment au cou par 2 terroristes palestiniens. Elle est transportée d'urgence dans un état critique à l'hôpital Hadassah, Kerem de Jérusalem. L'un des assaillants a été abattu immédiatement par une soldate également qui était là sur la scène du crime. Et le deuxième terroriste lui a été appréhendé par l'armée israélienne. Alors on vient d'apprendre à Cyril également l'arrestation de 2 Palestiniens, cette fois à l'entrée de Ma'ale Adoumim, tout près de Jérusalem, avec, semble-t-il, dans leur voiture, en tout cas des explosifs. Donc tout cela reste très tendu. Là où vous vous trouvez, à Jérusalem, on ressent encore cette tension ce soir ?
Écoutez, depuis quelques jours maintenant, il semble que la capitale israélienne connaisse un certain répit. On constate que l'épicentre de cette intifada des couteaux, comme on la qualifie aujourd'hui, se déplace progressivement vers la Cisjordanie avec de nombreux incidents, on l'a vu. Alors la police a tout simplement décidé de mêler à la politique de la carotte et du bâton. Elle a par exemple ce matin allégé le bouclage de certains quartiers arabes de Jérusalem-Est, tels que Wadi al-Joz ou encore Sheikh Jarrah, une politique qui pourrait s'étendre dans les jours qui viennent à l'ensemble des quartiers arabes, comme celui où nous nous trouvons, celui d'Issaouia, ou encore, vous le voyez derrière moi, les forces de police sont déployées massivement pour contrôler les entrées et les sorties des résidents palestiniens de Jérusalem-Est. Merci Cyril, on vous retrouvera tout à l'heure avec des précisions peut-être sur cette arrestation donc, de 2 Palestiniens non loin de Jérusalem avec donc dans leur voiture des engins explosifs artisanaux. Le plan diplomatique à présent et après avoir rencontré hier Netanyahou, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon qui était aujourd'hui à Ramallah où il s'est entretenu avec Mahmoud Abbas et où il a de nouveau appelé à la fin des violences de part et d'autre. D'autres entretiens diplomatiques vont avoir lieu demain, notamment avec John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui lui aussi veut tenter de faire retomber des tensions cristallisées désormais autour, notamment des sujets religieux. Léa Berdugo. Une nouvelle fois, Ban Ki-moon a exhorté les dirigeants israéliens et palestiniens à mettre un terme à la spirale de violence qui touche le Proche-Orient. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à une vraie solution politique et à la fin de l'occupation. La violence n'apportera pas de paix durable. Il ne fera que repousser le jour où les Palestiniens parviendront à un État et que les 2 pays vivront dans la paix et la sécurité. Mahmoud Abbas s'est de son côté focalisé sur les tensions existantes autour de l'esplanade des mosquées. Il a une nouvelle fois accusé Benyamin Netanyahou de violer le statu quo. La poursuite de l'occupation et des agressions contre les lieux saints chrétiens et musulmans à Jérusalem-Est, notamment contre Al-Aqsa, ouvre la porte à un conflit religieux qui a malheureusement commencé. Nous ne le voulons pas et nous mettons en garde contre ses conséquences. Les lieux saints au cœur des préoccupations internationales. Ce mercredi, l'UNESCO a adopté une résolution critique envers Israël. Elle déplore les irruptions persistantes de la droite israélienne sur l'esplanade des mosquées, également appelée Mont du Temple par les Juifs. Elle exhorte Israël à prendre des mesures pour empêcher les agissements provocateurs. La version initiale du texte souhaitait modifier le statut du mur des lamentations en affirmant que la place Bourak, nom employé par les musulmans pour désigner les abords du mur, faisait partie intégrante de la mosquée Al-Aqsa. Cette mention a finalement été abandonnée. La résolution réaffirme en outre que le tombeau des patriarches à Hébron et que la tombe de Rachel à Bethléem font partie des territoires palestiniens. La querelle autour des lieux sacrés juifs et musulmans avait déjà été la cause de plusieurs épisodes de violence dans la région. Alors la phase diplomatique se poursuit. D'ailleurs ce soir, en ce moment même, vous allez le voir à l'image, à Berlin, où Netanyahou est arrivé tout à l'heure et où il est actuellement en train de s'exprimer avec Angela Merkel, la chancelière allemande, qui a la parole actuellement. On entendra Benyamin Netanyahou dans un instant, qui va lui aussi sans doute faire un communiqué. Mais pour l'instant, vous le voyez, c'est Angela Merkel qui s'exprime en allemand, aux côtés du Premier ministre israélien. Dror Even-Sapir, bonsoir. Est-ce qu'on est en train d'essayer là de relancer un petit peu les discussions entre Israéliens et Palestiniens? Est-ce qu'on peut y arriver dans ces heures qui vont suivre entre Merkel et Kerry demain? On a suivi au cours de ces derniers jours la très nette intensification des critiques adressées par Benyamin Netanyahou à l'encontre de Mahmoud Abbas, accusé il y a quelques jours d'avoir rejoint idéologiquement en tout cas l'État islamique, le Daesh, et puis aujourd'hui accusé d'être en quelque sorte héritier idéologique du Moufti Husseini, du grand Moufti de Jérusalem, qui avait pris fait et cause pour les nazis et pour Adolf Hitler. Eh bien, pour Benyamin Netanyahou, Mahmoud Abbas s'inscrit avec son incitation aux violences anti-israéliennes dans la droite ligne. Encore une fois, Abbas, héritier idéologique du grand Moufti de Jérusalem, et Abbas qui a rejoint
qui a rejoint le Daesh idéologiquement et qui a rejoint l'État islamique. Donc dans ces conditions, on voit mal comment Benyamin Netanyahou pourrait accepter de discuter courtoisement avec quelqu'un qui l'accuse de fautes aussi graves. Oui, alors c'est vrai que ces propos ont déclenché une très vive polémique, ce dont vous parlez, à propos du Moufti de Jérusalem. On aura tout à l'heure un débat d'historiens là-dessus parce que c'est une question effectivement qui suscite beaucoup d'interrogations. Mais alors, c'est une stratégie, selon vous, justement, Netanyahou aujourd'hui, de cibler délibérément le caractère peut-être antisémite des Palestiniens vis-à-vis de la communauté internationale ? Très nettement, vis-à-vis des Israéliens. Ouais. Bien davantage que vis-à-vis de la communauté internationale, parce que ce qui inquiète Benyamin Netanyahou, c'est sa baisse constante dans les sondages. Benyamin Netanyahou perd de sa popularité. Benyamin Netanyahou, dont l'image de marque était celle d'un monsieur sécurité en Israël, eh bien c'est plus le cas. Une grande majorité d'Israéliens considèrent qu'il gère mal la crise actuelle. Et donc la tactique de Netanyahou, c'est de dire... votre grogne, elle est légitime, mais elle doit s'adresser à l'encontre des dirigeants palestiniens, pas à l'encontre des dirigeants israéliens et de moi-même, Benyamin Netanyahou. Est-ce que cela va-t-il fonctionner ? On verra dans les prochaines enquêtes d'opinion, mais en tout cas, les attaques contre Mahmoud Abbas sont à usage interne. Bon, en tout cas, les Allemands ont tenu à reprendre très vite aujourd'hui la paternité, si l'on peut dire, de la Shoah en disant qu'ils étaient les seuls responsables de ce crime. On n'avait pas besoin de ce genre de polémique pour le savoir. Réalité historique tout à fait indéniable et un petit côté surréaliste dans cette polémique. Alors, Netanyahou qui est peut-être en train de prendre la parole, d'ailleurs on va écouter, normalement ça devrait être en anglais, on va essayer de vous le faire évidemment vivre en direct. Merci pour votre soutien continu à Israël et à sa sécurité, Madame la Chancelière. Nous l'apprécions très fortement en Israël, moi-même et le gouvernement. Je viens à Berlin dans des temps très difficiles. Nous avons hier encore 3 attaques terroristes, plus de 40 attaques au cours des dernières semaines, des terroristes palestiniens qui essaient à chaque fois d'assassiner des Israéliens avec des couteaux, avec des voitures. Tous ces terroristes ne se cachent pas et ils affichent ouvertement leur haine d'Israël et des Juifs. Ils ne tuent pas les Israéliens parce qu'ils sont frustrés du processus de paix. La simple vérité, c'est qu'ils veulent tuer des Juifs. Israël veut la paix. Je veux la paix. Une paix fondée sur une reconnaissance mutuelle, des arrangements de sécurité. Mais non seulement les Palestiniens refusent de négocier, mais ils refusent de condamner le terrorisme. Le président Abbas a rejoint les islamistes radicaux dans la vague d'incitation à la violence contre nous. Et sur son site internet, son porte-parole même continue d'affirmer des mensonges tels que celui qu'Israël voudrait briser le statu quo sur l'esplanade du mont du Temple. Alors que c'est tout le contraire. Nous voulons continuer à permettre aux Juifs, aux chrétiens et aux musulmans de se rendre sur ce lieu saint. Ils essaient également d'affirmer que nous cherchons à détruire la mosquée d'Al-Aqsa. Au moment où l'on assiste au Moyen-Orient à une guerre terrible entre sunnites et chiites qui se détruisent mutuellement leurs lieux saints, eh bien Israël est le seul garant de la préservation des lieux saints sur son sol. Mahmoud Abbas l'a dit à plusieurs reprises, chaque goutte de sang versée, chaque goutte de sang juif versée sur le mont du Temple sera sanctifiée.
Il est très clair pour nous que l'incitation à la violence de Mahmoud Abbas mène actuellement cette vague de terrorisme. Et pour arrêter le terrorisme, il faut arrêter cette campagne d'incitation. Et je le demande expressément au président Abbas, il doit arrêter cette campagne d'incitation contre nous. J'espère que cela va réussir car je pense que c'est possible. Angela, nous célébrons cette année les 50 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays. Le partenariat entre l'Allemagne et Israël est très important pour nos pays. C'est important également pour toute l'humanité. Car nous pouvons oublier les horreurs du passé et avoir un nouveau partenariat entre nos pays, malgré ce qui s'est produit pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment deux peuples peuvent ainsi envisager un nouvel avenir de partenariat, d'amitié, dans plusieurs domaines comme la science, la technologie, la culture, l'économie. Nous coopérons pour l'amélioration de nos deux pays, de nos deux sociétés, de nos deux peuples. Et je veux vous exprimer ma gratitude pour votre contribution à notre sécurité et l'accueil que vous avez réservé à moi-même et à ma délégation. Nous espérons qu'un jour nous n'aurions pas à déplorer qu'il se passe quelque chose au Moyen-Orient et que vous pourrez venir à Jérusalem très prochainement. Voilà. Merci. Voilà donc pour cette déclaration de Benjamin Netanyahou depuis Berlin. Dror Even-Sapir, évidemment, il a été question de ce discours que tient Netanyahou depuis plusieurs semaines maintenant sur l'incitation, sur la mosquée Al-Aqsa et sur Mahmoud Abbas. Là, le mot qui a été le plus prononcé, c'est celui d'incitation, et le nom qui a été le plus prononcé, c'est celui de Mahmoud Abbas, avec un lien direct dans l'esprit de Netanyahou entre les deux. Mahmoud Abbas qui incite à la violence, qui rejoint les islamistes dans son incitation aux violences anti-israéliennes. Encore une fois, c'est un discours essentiellement à usage interne, parce que je crois que le Premier ministre sait pertinemment qu'il ne va pas convaincre Angela Merkel que Mahmoud Abbas est responsable de la vague de violence actuelle. La communauté internationale dans cette affaire a du mal à être convaincue par les arguments des Israéliens. Voilà, et demain c'est John Kerry qui devrait donc rencontrer Benjamin Netanyahou. Merci Dror Even-Sapir. Et puis à regarder ces images également de Tel Aviv ce soir, rassemblement en hommage aux citoyens érythréens tués par erreur lors de l'attentat de la gare routière de Beersheva. C'était cette semaine. Un garde de sécurité israélien l'a confondu avec un terroriste dans l'affolement général. L'autopsie a d'ailleurs confirmé aujourd'hui qu'il était bien mort des suites de ses blessures par balle et non des coups qu'il avait reçus ensuite de la part de témoins en colère sur cette scène de chaos et d'attentat. Une roquette tirée tout à l'heure depuis Gaza a explosé dans une zone non habitée du sud d'Israël. Il n'y a eu ni victimes, ni dégâts. Et on vous parlait hier soir de cette cellule terroriste éliminée par Israël alors qu'elle opérait depuis la frontière de Gaza en tirant sur des cibles situées en Israël. Curiosité, cette cellule appartient à la mouvance chiite proche de l'Iran. Phénomène plutôt rare chez les Palestiniens. Maxime Pérez. Mardi, au moment où Benjamin Netanyahou sillonnait la région frontalière de Gaza, une opération israélienne se déroulait dans la plus grande discrétion, au sud de l'enclave palestinienne. La cible, une cellule terroriste, sur le point de mener une attaque près de la clôture de sécurité. Elle serait aussi responsable de tirs ayant visé ces dernières semaines plusieurs véhicules israéliens aux bordures de Gaza, profitant parfois de violents heurts qui ont opposé l'armée à de jeunes lanceurs de pierres palestiniens. Grâce à des informations collectées par le Shabak, des snipers de la prestigieuse unité des Yamam sont positionnés. Ces commandos de la police israélienne attendent le moment opportun pour neutraliser cette menace. Aucun bilan officiel n'a été fourni par les services hospitaliers de Gaza. Et pour cause, les Palestiniens visés sont des chiites, membres du groupuscule Al-Sabarin, connu pour son hostilité au pouvoir du Hamas. Selon une source sécuritaire israélienne, cette faction inconnue aurait vu le jour en mai 2014. Son premier fait d'armes,
des tirs de roquettes contre le territoire israélien pendant la dernière guerre à Gaza. Le groupe Al-Sabarin compterait aujourd'hui plusieurs centaines d'hommes dans ses rangs et serait financé par l'Iran à hauteur de 10 à 12 millions de dollars par an. Sa montée en puissance, y compris sur le plan militaire, inquiéterait de plus en plus le Hamas, dont la branche politique n'a plus les faveurs de la République islamique. Tsahal ne semble pas en tout cas disposé à laisser cette organisation prendre davantage d'importance, mais nul doute que son opposition au Hamas, ajoutée à celle de militants salafistes revendiquant de Daesh, détourne le mouvement islamiste palestinien de son principal objectif, la lutte contre Israël. Une rencontre Kerry-Lavrov avec leurs homologues saoudiens et turcs est prévue ce vendredi à Vienne pour évoquer le dossier syrien au lendemain de la visite surprise d'ailleurs que vient d'effectuer le président Assad à Moscou chez Vladimir Poutine. L'avenir politique du régime d'Assad est donc peut-être en train de se jouer au moment où les Russes continuent leurs frappes aériennes et au sol en Syrie. Myriam Aman. Bachar el-Assad en visite de travail à Moscou. Le symbole est fort, c'est la première fois que le président syrien quitte son pays à feu et à sang depuis le début des violences il y a 4 ans. Et c'est pour rencontrer Vladimir Poutine, son plus proche allié, qu'Assad a fait le déplacement mardi soir. Les deux hommes ont évoqué l'opération russe en Syrie, destinée selon eux à lutter contre les groupes terroristes. La Syrie est un pays ami pour nous et nous sommes prêts à faire tout ce que nous pouvons, non seulement d'un point de vue militaire pour combattre le terrorisme, mais aussi dans le cadre du processus politique. Au cours de la rencontre, le président russe a réaffirmé son soutien indéfectible au régime de Damas, répétant que Bachar el-Assad est le seul président légitime et qu'aucune solution au conflit qui ravage la Syrie ne pourra être trouvée sans le président syrien. Bachar el-Assad a pour sa part remercié Moscou au nom du peuple syrien. Merci de défendre l'unité de la Syrie et son indépendance. Sans vos actions et vos décisions, le terrorisme se serait propagé dans toute la région et aurait atteint plus de pays. Cette visite du président al-Assad à Moscou a été tenue secrète jusqu'à son retour mercredi matin à Damas. Elle s'est déroulée le jour même de la signature d'un protocole d'accord entre la Russie et les États-Unis afin d'éviter des incidents aériens dans le cadre des frappes menées en Syrie contre le groupe État islamique. Alors en ligne avec nous, Sarah Feinberg, qui est chercheuse à l'INSS, l'Institut national d'études sur la sécurité nationale, spécialiste de la Russie. Bonsoir Sarah. On voit bien là qu'on s'active autour des questions politiques et notamment de l'avenir politique d'Assad. Est-ce que vous pensez que Moscou peut encore défendre la présence d'Assad une fois que la guerre sera terminée? Est-ce que Assad pourrait rester au pouvoir? Oui, bonsoir Jean-Charles. La question, effectivement, est ouverte. Il y a 2 options qui s'offrent à Moscou, plutôt 3 options. L'une serait de garder Assad dans le cadre d'une Syrie, d'un alaouistan réduit, c'est-à-dire les parties de la Syrie qu'ils ont réussi à reprendre sous contrôle aujourd'hui. La seconde option serait de garder effectivement Assad dans un alaouistan élargi, c'est-à-dire de pousser les frontières vers le nord et vers l'est de la Syrie. Donc je pense surtout à la capture de la ville d'Alep, qui, aux yeux des Russes, se présente comme stratégique. Et à partir de là, si vous voulez, de lancer des négociations politiques. La troisième option serait de lancer un processus politique à partir d'un de ces 2 territoires sans Assad, c'est-à-dire lâcher Bachar el-Assad en retour de bénéfices reçus des Américains, ce qui permettrait à Moscou de faire un coup de maître, si vous voulez, d'aboutir peut-être à une levée des sanctions, mais aussi de relancer sa politique de séduction envers les pays sunnites. Alors aujourd'hui, on voit que la France est encore très en colère après la Russie, puisqu'elle accuse les Russes finalement de ne frapper que des groupes rebelles qui ne sont pas l'État islamique. 80% des frappes russes pour les Français ne touchent pas l'État islamique. Pourquoi est-ce que les Russes, à votre avis, épargneraient l'État islamique aujourd'hui? Alors écoutez, la version officielle, c'est que les Russes considèrent que les modérés syriens, l'armée de libération syrienne soutenue par les Américains, sont infiltrés d'islamistes. Donc ils disent, nous, on frappe les terroristes où qu'ils soient
en Syrie, qu'il s'agisse de Daesh, qu'il s'agisse de Jabhat al-Nusra ou qu'il s'agisse de ces groupes que l'Occident appelle des groupes modérés. En fait, si vous voulez, la Russie n'a pas déployé les moyens militaires nécessaires pour aboutir à la défaite militaire de Daesh, en tout cas jusqu'à présent, puisqu'il s'agit de frappes aériennes de haute précision, de défense aérienne, d'opérations terrestres, lesquelles bien entendu ne sont pas suffisantes pour mettre le groupe d'État islamique à bout. Et donc je pense, il semblerait, si vous voulez, que la Russie peut-être se dirige vers une option de sécurisation de ses intérêts et de préservation du régime d'Assad, donc sur la côte, sur les terres historiques de l'Alaouistan, et peut-être se résolve à un point ultérieur à la création d'un État sunnite. Et effectivement, pour les Russes se posera la question, que fait-on de Daesh? Est-ce qu'on garde l'État islamique? Est-ce qu'on l'institutionnalise et on lui donne une forme politique en l'incorporant, si vous voulez, dans une grande corporation syrienne, confédération syrienne, ou en créant un État autonome sunnite? Et à ce moment-là, on initierait une espèce de processus politique consistant à vider cet État de ses éléments les plus radicaux. C'est, si vous voulez, la réflexion russe pour le moment. Merci beaucoup pour cet éclairage, Sarah Feinberg. Je rappelle donc que vous êtes chercheuse à l'INSS, spécialiste de la Russie. Un mot pour signaler également qu'en Iran, le guide spirituel, l'ayatollah Khamenei, a approuvé aujourd'hui l'accord nucléaire conclu à Vienne. Il est la plus haute autorité religieuse et représentant également de l'aile dure du régime iranien. Et puis, c'est aujourd'hui une journée spéciale pour tous les fans d'un film culte, Retour vers le futur. 21 octobre 2015, c'était la date clé dans le film où se retrouvait projeté l'un des personnages. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, le reportage à New York de notre correspondante Danielle Ziri. Le 21 octobre 2015 est enfin arrivé. Une date que les fans du film culte Retour vers le futur attendaient avec impatience depuis 30 ans. Les deux protagonistes, le docteur Emmett Brown et Marty McFly, doivent arriver aujourd'hui dans leur futur, c'est-à-dire notre présent. Selon le scénario de la trilogie du réalisateur Robert Zemeckis, les héros doivent arriver dans l'après-midi en Californie au volant de la fameuse DeLorean, une voiture volante qui était censée devenir tout à fait banal dans notre monde. Lorsque le premier film est sorti dans les années 80, le 21 octobre 2015 semblait assez lointain pour imaginer un futur où les voitures volent, les chaussures se lavent seules et où le skateboard devient le hoverboard, une planche sans roues capable de planer au-dessus du sol. Voilà donc Retour vers le futur et c'est peut-être aujourd'hui que ça se passe. On va se retrouver dans un instant, juste après la pause. À tout de suite. Encore une attaque au couteau près de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est une soldate de 20 ans qui a été grièvement blessée. Le terroriste a été abattu, son complice arrêté. D'autres tentatives ont également été déjouées. On sera en direct de Jérusalem dans un instant. Netanyahou a-t-il réécrit l'histoire de la Shoah? Vive polémique après ses propos où il affirme que le moufti de Jérusalem a soufflé à Hitler l'idée d'éliminer les Juifs. Et puis, premier voyage depuis 4 ans pour Assad en dehors de son pays. Il était à Moscou la nuit dernière, voyage éclair pour rencontrer Vladimir Poutine au moment où la diplomatie va se rencontrer vendredi à Vienne pour évoquer le dossier syrien. Lavrov et Kerry seront de la partie. On entendait tout à l'heure Benyamin Netanyahou depuis Berlin évoquer la vague de violence qui sévit en Israël, vague qui ne s'arrête pas. On va retourner tout de suite d'ailleurs à Jérusalem où on retrouve notre envoyé spécial Cyril Amar. Cyril, avec vous, les derniers événements d'une journée marquée une nouvelle fois par des attaques au couteau notamment.
Oui, nouvelle journée de violence, Jean-Charles, en Cisjordanie. Tout commence ce matin près de Naplouse, au nord de la Cisjordanie, plus précisément près de l'implantation d'Itzar, lorsqu'une jeune adolescente de 15 ans s'approche vers des soldats israéliens avec un couteau à la main. Les soldats lui tirent dessus pour la neutraliser. Et puis, quelques heures plus tard, seulement au sud de la Cisjordanie, cette fois, c'est un chauffeur palestinien qui est sommé de s'arrêter pour un contrôle de routine. Là, il fait mine de s'arrêter, puis il accélère en renversant un policier israélien, le blessant légèrement. Les policiers ouvrent le feu, mais l'assaillant réussit à prendre la fuite vers le village avoisinant de Siload. Et puis l'attaque, sans doute la plus importante aujourd'hui à signaler, elle a eu lieu aux alentours de 15 heures, précisément près de l'implantation de Givat Adam. Vous savez, c'est entre le nord de Jérusalem et le sud de Ramallah, une soldate israélienne de 19 ans qui est poignardée violemment au cou par 2 terroristes palestiniens. L'un d'entre eux est abattu sur le champ par une soldate qui était en faction et l'autre assaillant, lui, a été immédiatement appréhendé par les forces de sécurité israéliennes. La victime, elle, est toujours hospitalisée dans un état grave mais stable selon les sources hospitalières de l'hôpital ici Hadassah En Karem à Jérusalem. Et puis, on l'a pris peu avant 20h. Un nouvel attentat déjoué, cette fois à l'explosif. Ça se passe à l'entrée de l'implantation de Maale Adoumim au sud de Jérusalem. Simple contrôle de routine et cette fois-ci, dans un véhicule palestinien, les policiers constatent la présence de 2 engins explosifs artisanaux. Les artificiers font route justement pour tenter de désamorcer ces engins explosifs et les 2 Palestiniens, eux, ont été arrêtés et conduits au commissariat le plus proche pour un interrogatoire. Cyril, ce climat de violence qui a néanmoins été aujourd'hui, on va dire, éclairé un petit peu par les tentatives de médiation, notamment de Ban Ki-moon, qui était au Moyen-Orient, ça va continuer de discuter dans les jours qui viennent. La diplomatie tente de reprendre pied. Oui, dans le grand vacarme de ces dernières semaines ici à Jérusalem, eh bien, la diplomatie tente timidement de faire entendre sa voix. On a vu le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, se rendre simultanément à Jérusalem, puis à Ramallah pour exhorter les 2 dirigeants israéliens et palestiniens, Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas, à appeler à la désescalade le plus rapidement possible. Tentative de médiation française également, puisque le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, devait s'entretenir par téléphone cet après-midi avec Ban Ki-moon, avec Mahmoud Abbas, également avec le ministre de l'Intérieur, Sylvain Shalom, qui fait également office de Premier ministre par intérim, puisque Benyamin Netanyahou, vous en avez parlé, est actuellement à Berlin. Merci Cyril Amar, en direct donc de Jérusalem. On évoque justement cette situation diplomatique avec nos invités. Bonsoir à vous, Avi Pazner, ambassadeur d'Israël. Merci également à Nitzan Horowitz d'être là. Bonsoir. Ensuite, journaliste et ancien député pour le parti Meretz à la Knesset. Alors, un mot d'abord parce qu'on a vu encore tout à l'heure Netanyahou, on l'a écouté en direct sur notre antenne, cette stratégie qui vise quand même à faire aujourd'hui d'Abbas le responsable de toute cette vague de violence. Est-ce que Netanyahou a raison de cibler Mahmoud Abbas aujourd'hui comme étant l'incitateur et le responsable de cette vague d'attentats? Je crois que Mahmoud Abbas est malheureusement parmi les incitateurs aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas, il ne doit pas être mis au premier rang, mais Netanyahou, en voulant justement pointer du doigt sur Abbas ou sur l'autorité palestinienne, a fait une bourde hier en employant un exemple historique qui est faux, c'est-à-dire de dire que c'est le grand moufti de Jérusalem qui a convaincu Hitler d'anéantir les Juifs. Je comprends comment Netanyahou pense. Lui, il voit vraiment, il faut lui dire à son crédit, lui, il croit dur comme fer, oui, il y a une incitation parmi tous les Palestiniens et que Mahmoud Abbas est parmi les incitateurs. Moi, je mettrais plutôt au premier rang le Hamas, le mouvement islamiste en Israël, les réseaux sociaux qui sont terrifiants, quand vous les regardez, c'est terrifiant. Bon, je dis qu'Abou Mazen ne fait pas grand-chose maintenant pour calmer la situation. Peut-être que cela va changer. Ban Ki-moon est à Ramallah. Demain, Netanyahou voit Kerry. Je ne vois pas encore exactement le mécanisme diplomatique où on peut engager. Et peut-être la situation n'est-elle pas encore mûre. Parce que la violence continue. C'est vrai que les Palestiniens n'ont pas réussi à enflammer les rues palestiniennes.
C'est vrai que l'autorité palestinienne continue sa coopération sécuritaire avec Israël. Donc on n'est pas arrivé à une troisième intifada. Ça fait déjà 3, 4, 5 semaines de violence qui restent, si on peut dire, grosso modo, plus ou même au même niveau. Et ce qu'il faut maintenant, c'est trouver le comment. Comment on sort d'une situation comme ça. Et c'est là que maintenant s'évertue Ban Ki-moon et j'espère Kerry demain aussi. Ouais. Un mot sur cette stratégie de... Je suis tout à fait d'accord avec monsieur l'ambassadeur. Et il est temps, après des semaines de violences tragiques que nous vivons ici, dans ce pays, de trouver les moyens pour renouveler le processus. Je sais que le mot paix, c'est-à-dire processus de paix en Israël, ça a l'air bizarre aujourd'hui, mais il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas résoudre ce conflit que par la force militaire ou armée. C'est-à-dire il faut trouver un chemin, une route pour renouveler les négociations avec les Palestiniens. Et oui, avec M. Abbas. Et vous savez, on fait la paix avec les ennemis. Là, maintenant, on signale 20 ans de la mort de Yitzhak Rabin. Et c'est lui qui a dit, on fait la paix avec nos ennemis, pas avec les gens qu'on aime. Et bien sûr qu'on a des différences avec Abu Abbas, Mahmoud Abbas, le président palestinien, mais c'est avec lui qu'il faut négocier, et c'est avec lui, c'est lui le partenaire aujourd'hui. Et je suis tout à fait d'accord avec l'ambassadeur, que si Abbas tombe, alors il y aurait qui? Le Hamas, les extrémistes islamistes, avec eux, on peut rien discuter. Donc, il y a une chance. Parler de la communauté internationale, l'ONU, les États-Unis, l'Europe, Merkel, par exemple, de renouveler les négociations. La question, c'est est-ce que Netanyahou le souhaite ou pas? Voilà. Ouais. Mahmoud Abbas aussi, d'ailleurs. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Parce que là, nous avons là deux personnages politiques qui ont chacun leurs problèmes. À mon avis, Mahmoud Abbas est très faible. L'autorité palestinienne est très faible, surtout dans cette vague de violence. C'est les extrémistes qui parlent. C'est le Hamas qui tonitruit. C'est le djihad islamiste, ok? Et là, Mahmoud Abbas, on l'a vu dans ses dernières interventions, il est faible. Il est faible. Donc, quand on est faible, on hausse la voix. Ça, on connaît ce truc, ok? Mais Netanyahou, lui aussi, il a un problème. C'est vrai qu'il demande de voir Mahmoud Abbas. Il dit « Je suis prêt à rencontrer, je suis prêt à aller à Ramallah ». Mais pour dire quoi? Parce que lui aussi, il a un problème politique, n'est-ce pas? C'est tant qu'il a ce gouvernement de 61 voix avec la droite, ça sera extrêmement difficile pour lui d'amorcer une vraie voie de négociation, même s'il a dit une chose étonnante hier, je dois avouer, qu'il dit « De mon temps, on n'a presque pas construit d'implantation par rapport aux autres. Ouais. Oui, il l'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais mais Nitzan, le fait même qu'il l'ait dit, ok, ça montre qu'il cherche une voie. Mais peut-il le faire avec ce gouvernement-là? Je ne crois pas. S'il est vraiment décidé à aller de l'avant dans des négociations, il lui faudra changer de partenaire et remplacer Bennett par Herzog. Alors, c'est plus vite dit que fait. C'est extrêmement compliqué de tous les points de vue, politiques, psychologiques, de tous les points de vue. Mais la possibilité, elle est là, elle existe. Elle est là. Je suis d'accord. Et si Netanyahou souhaite renouveler le processus, il faut changer le gouvernement. Parce qu'avec la composition actuelle du gouvernement israélien, c'est impossible. Il faut élargir le gouvernement. Alors, sur le plateau d'aujourd'hui, les travaillistes, Yesh Atid, les centristes ne seront pas d'accord de participer. Mais si le plateau change, c'est-à-dire s'il y a une vision, une idée de renouveler quelque chose, alors là, il y a une possibilité. Beit Yehudi, la maison juive, le parti de Bennett, sera dehors. Mais alors là, ça dépend de Netanyahou. Est-ce qu'il le souhaite ou pas? Il doit le dire clairement. Et jusqu'à maintenant, c'est compréhensible face à une vague de terrorisme pareille. Mais il doit le dire bientôt où il va. Mais vous savez, Nitzan, que justement quand on est face à une vague de terrorisme,
il faut être très dur. Il faut. Absolument. Parce que vous voyez, il est critiqué à sa droite, ok. Je crois que les sondages indiquent qu'une majorité d'Israéliens ne sont pas satisfaits de la manière dont il s'y prend, qu'il n'est pas assez ferme, pas assez dur. Donc, publiquement, il se doit d'être dur. Oui, mais vous savez, Avi, que même les chefs de l'armée, les services de sécurité disent clairement que, parallèlement à la force, aux étapes militaires, il faut ouvrir le chemin diplomatique. C'est nécessaire. C'est évident. Je suis complètement d'accord. Il faut fermeté d'un côté. Fermeté. C'est comme le disait Yitzhak Rabin. Il faut combattre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix. Faire un processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Il faut savoir faire les deux choses. Vraiment. Combattre durement le terrorisme, donner exactement l'idée à chaque terroriste potentiel qu'il met sa vie en danger lorsqu'il peut perdre un attentat, et en même temps chercher les voies. Je crois d'ailleurs ce que Netanyahou fait, ok, il cherche des voies, mais aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est difficile, ok. Je le doute. Il faut pas oublier aussi que même aujourd'hui, en face de tout ce qui se passe, et Abou Mazen garde la coordination militaire, sécuritaire avec Israël, c'est-à-dire les services sécuritaires de l'autorité totale. Oui, c'est-à-dire que de la part de Palestiniens, de l'autorité palestinienne, il y a une volonté évidente de calmer la situation. Même maintenant, on voit que le centre de la violence, c'est Jérusalem, Jérusalem-Est, pas Cisjordanie. C'est-à-dire, si ça dépend de Abbas, on peut trouver un moyen. Et voilà, et j'espère bien qu'avec l'aide de Ban Ki-moon, avec l'aide de la communauté internationale, de Kerry, d'autres partenaires, on trouvera un moyen, une solution pour renouveler le processus, et après, on pourrait avancer. S'il n'y a pas de négociations, ce serait très difficile, très dur de faire quoi que ce soit. Ouais, même si aujourd'hui on est quand même beaucoup dans le religieux plus que dans le politique dans ces discussions. On a vu Abbas aujourd'hui dire qu'Israël continuait de violer le site d'Al-Aqsa. On a vu cette résolution aussi que l'UNESCO a failli voter. Finalement ça a été retiré. Mais en tout cas on a retiré le mur des lamentations. C'est malheureux, oui. On est dans le religieux aujourd'hui plus que dans le politique. On n'est plus dans les questions de territoire. Pas plus, Jean-Charles, mais oui, il y a c'est partout au Moyen-Orient. On est dans le religieux plus que dans le politique. Regardez Daesh, ok. Regardez la Libye, regardez ce qui se passe. Regardez l'Iran, qui est une république islamiste. On est aujourd'hui, malheureusement, dans le religieux. Et quand on est dans le religieux, les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Parce qu'un conflit politique, vous pouvez vous asseoir, trouver ou ne pas trouver des formules. Quand le conflit devient religieux, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on ne peut pas discuter avec une religion, ok? On ne peut pas convaincre quelqu'un, ah, votre religion dit comme ça, c'est pas bien. C'est impossible. Et il faut éviter, tant qu'on peut, il faut éviter que cela tombe dans le religieux. Je dis toujours qu'il faut se méfier de gens qui ont une ligne directe avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu, alors ça devient très difficile. Et l'ambassadeur a tout à fait raison que la question de Jérusalem, la mosquée, le Temple Mount, c'est très dangereux, c'est explosif. Il faut éviter toutes sortes de manœuvres autour de ce montagne, comment ça s'appelle en français ? Mont du Temple. Parce que c'est un endroit pour les Juifs, pour les musulmans, qui est extrêmement sensible. Et voilà, il faut s'éloigner de cet endroit. Ce n'est pas le cas du tout en ce moment, parce qu'il est au centre de toutes les discussions. Et alors là, je suis d'accord avec Netanyahou, voilà, justement, qu'il a demandé aux membres de la Knesset de ne pas rendre visite à cet endroit-là. Et je crois qu'il faut fermer cet endroit pour l'instant pour éviter un risque d'escalation. Et on voit chaque fois quand quelqu'un touche à cet endroit, ben voilà, tout à coup, il y a la violence qui monte. Et voilà. Et voilà, et effectivement, et ça enflamme même au-delà d'Israël et des territoires palestiniens, ça enflamme même toute la région. Merci Nitzan Horowitz, merci à vous. Avi Pazner. En France, à présent, de véritables scènes d'émeutes à Moirans, ça se passe en Isère. Des gens du voyage ont brûlé la nuit dernière des véhicules pour protester contre le refus d'une permission à un détenu pour assister aux obsèques de son frère, membre de cette communauté. Il y a quelques semaines, les mêmes violences s'étaient déroulées dans un autre campement de nomades dans le nord de la France cette fois. Julia Ganancia.
Après une nuit agitée, les traces des violences qui ont secoué la veille Moirans sont toujours visibles ce mercredi matin. Des carcasses de voitures carbonisées jonchent les abords de la gare. La situation reste tendue sur le terrain. Plus de 200 policiers sont mobilisés dans cette commune de 8000 habitants. À Paris, le Premier ministre affiche une détermination sans faille. Ceux qui veulent tordre le bras à la justice, tordre le bras aux forces de l'ordre, tordre le bras à la République, s'exposent à une réponse d'une extrême fermeté. Et ils doivent s'attendre, ceux qui ont agi hier, à être implacablement recherchés et poursuivis en justice. Mardi, tout a commencé parce que la justice a refusé à un jeune incarcéré une permission de sortie pour assister à l'enterrement de son frère, décédé le week-end dernier dans l'accident d'une voiture qu'il venait de voler lors d'un cambriolage. Voitures brûlées, circulation ferroviaire et routière perturbée, les incidents de mardi auront des suites judiciaires. Nous exploiterons ce que nous pourrons exploiter pour identifier très clairement les individus. Il n'y a pas de responsabilité collective, ça peut être qu'une responsabilité individuelle, parce que dans cette communauté avec qui j'ai pu discuter, du moins certains, notamment la maman des enfants qui s'est tué en voiture, certains ont commis des exactions inqualifiables et inacceptables, et d'autres étaient contre l'expression de cette violence. En fin de matinée, la juge d'application des peines d'Albertville rejette la demande d'autorisation de sortie sous escorte du détenu pour assister à l'enterrement de son frère. Il est en prison depuis 3 ans pour vol à main armée. Face à cette décision des autorités judiciaires, la mère est effondrée. Parce que le calme revienne. Mais bien sûr, et toutes les personnes qui m'écoutent, qui veulent faire la violence, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, je suis une maman. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres drames. En août dernier, après des incidents similaires, une décision de justice avait autorisé la sortie temporaire et sous escorte d'un détenu pour assister aux funérailles d'un membre de la communauté des gens du voyage. Cette fois-ci, les funérailles ont finalement bien eu lieu ce mercredi après-midi, comme prévu initialement. Voilà, retour à la situation sécuritaire en Israël avec cette dernière minute, soupçon d'attaque à la voiture bélier une nouvelle fois en Cisjordanie. Ça se passe dans le Gush Etzion, donc non loin de Jérusalem. Il y aurait plusieurs blessés après que donc une voiture ait foncé sur un groupe de personnes. D'autres précisions à venir dans les minutes qui viennent avec notre envoyé spécial Cyril Amar qui se rend sur place. L'actualité économique à présent est l'entrée en trombe du constructeur italien Ferrari à la bourse de New York, qui, vous le voyez pour l'occasion, s'était paré de ce fameux rouge. Le titre Ferrari a gagné d'emblée plus de 15% donc à l'ouverture du marché aujourd'hui. Et puis en Europe, cette fois, un cadeau fiscal qu'il va falloir rembourser. 2 multinationales, et non des moindres, Fiat et la chaîne de café Starbucks, vont devoir rendre près de 30 millions d'euros, conséquence de ristourne fiscale jugée illégale par l'Europe. Léa Volbert. Le verdict de la Commission européenne est tombé. Fiat et Starbucks devront rembourser respectivement 20 et 30 millions d'euros au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les 2 multinationales ont été épinglées pour fraude fiscale. En novembre 2014 éclatait l'affaire LuxLeaks. Il était question d'accords fiscaux entre plusieurs multinationales et différents pays européens. Des accords illégaux. L'analyse de la Commission a montré que ces bénéfices imposables au Luxembourg auraient été 20 fois plus élevés si les calculs avaient été faits aux conditions du marché. En juin 2014, une enquête a été ouverte pour mettre en lumière ce système d'évasion fiscale. Aujourd'hui, l'ONG Oxfam se félicite de la décision de la Commission et appelle à aller plus loin dans la lutte contre les pratiques fiscales frauduleuses. Nous avons trouvé une grande variété de méthodes, certaines plus complexes que d'autres. Les compagnies ont mis un prix artificiel sur les transactions entre les sociétés du groupe, un prix qui aurait pu être celui du marché. Ces arrangements ont permis de déplacer les bénéfices d'une entreprise vers une autre au sein du même groupe, sans justification économique valable. La Commission précise qu'il incombe désormais aux autorités fiscales luxembourgeoises et néerlandaises de déterminer le montant exact de l'impôt à récupérer dans chaque cas. En 2014, l'italien Fiat a payé moins de 400 millions d'euros d'impôts sur les sociétés. L'américain Starbucks a quant à lui payé moins de 600 millions d'euros. Dans un communiqué, les autorités luxembourgeoises disent ne pas partager la conclusion de la Commission. Ils se réservent la possibilité de la contester. Quant au gouvernement néerlandais, il se dit surpris. Il entend étudier la décision et tenir le Parlement informé dans les semaines à venir.
La fin du suspense et de la rumeur à la Maison-Blanche. Le vice-président Joe Biden vient d'annoncer il y a quelques minutes depuis la Maison-Blanche qu'il ne se lancerait pas dans la course à la présidence pour le camp démocrate. C'était donc tout à l'heure à la Maison-Blanche. On va tout de suite appeler notre correspondant à New York, David Benaïm. Bonsoir David. Est-ce qu'on peut parler de surprise ou pas dans cette annonce de non-candidature ? C'est pas vraiment une surprise. Le vice-président américain vient de mettre fin à des mois d'intenses spéculations sur son futur politique. Joe Biden a mis en avant la période de deuil qui a suivi la mort de son fils Beau, qui est décédé d'un cancer au début de l'été. Et le fait qu'à cause de cette période de souffrance et de reconstruction, le temps lui était compté. Il ne se présentera donc pas à la nomination démocrate pour la course présidentielle. Malgré l'annonce de sa non-candidature, son discours sur le fond était celui d'un candidat, ou plutôt celui d'un homme politique qui fait ses adieux à 40 ans de vie publique, suggérant à ses successeurs ce qu'il faut faire pour conserver la Maison-Blanche. Il a promis qu'il ne resterait pas silencieux tout au long de cette campagne, et cela s'adressait indirectement aux deux principaux prétendants à la nomination, Hillary Clinton et Bernie Sanders. La candidature de Biden était considérée par beaucoup comme un filet de sécurité en cas de problèmes juridiques liés aux emails d'Hillary et à l'enquête en cours au Congrès sur Benghazi. Mais la prestation de Clinton lors du débat de la semaine dernière et sa forte position dans les sondages a rassuré son camp et la Maison-Blanche sur ses capacités à porter la candidature démocrate et l'héritage d'Obama lors de l'élection générale en novembre 2016. Eh bien voilà, merci donc David Benaïm. La voie est libre, effectivement, semble-t-il, pour Hillary Clinton désormais, en tout cas dans le camp démocrate, pour la course à la Maison-Blanche. On va maintenant retrouver notre envoyé spécial du côté de Jérusalem, Cyril Amar, car il y a donc eu cette nouvelle attaque à la voiture bélier. Cyril, vous avez des précisions ? Alors oui, ce sont des informations encore à prendre au conditionnel, évidemment, puisque l'attentat vient d'avoir lieu il y a quelques minutes seulement dans la région du Gush Etzion. C'est une région d'implantation juive qui se trouve au sud de Jérusalem. Selon nos premières informations, une voiture aurait foncé en direction de plusieurs soldats qui se trouvaient à une intersection, donc dans ce Gush Etzion. Il y aurait plusieurs blessés au nombre de 5, dont un soldat blessé grièvement. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas actuellement d'après les premières informations dont nous disposons. Cyril, une journée qui a été marquée rapidement, on rappelle le bilan, par d'autres attaques évidemment qui ont eu lieu dans ce même secteur en Cisjordanie en tout cas. Oui, une journée particulièrement violente en Cisjordanie avec cette jeune Palestinienne de 15 ans qui se dirigeait en direction de soldats israéliens. Elle a été rapidement neutralisée par les soldats. Puis quelques heures plus tôt, tentative d'attentat à la voiture bélier. Un chauffeur palestinien qui était sommé de ralentir pour un contrôle de routine fonce en direction de policiers israéliens en blessant un légèrement. Et puis cette soldate israélienne âgée de 19 ans violemment poignardée au cou par deux terroristes palestiniens. Ça s'est passé près de l'implantation juive de Geva Adam, au sud de Ramallah. La victime est toujours hospitalisée ce soir dans un état critique. Et puis, aux alentours de 20h, deux engins explosifs artisanaux ont été trouvés à l'intérieur d'un véhicule palestinien qui était contrôlé à l'entrée de l'implantation juive de Maale Adomim. C'est également au sud de Jérusalem. Merci Cyril Amar. On vous retrouvera évidemment à tout moment pour d'autres précisions sur cette attaque à la voiture bélier qui vient donc de se produire il y a quelques minutes dans le Gush Etzion et dont vous nous parliez. Dans cette période de tension extrême entre juifs et arabes en Israël, eh bien cette initiative pour tenter un rapprochement entre les deux communautés. Un restaurant dont la spécialité typique, le houmous, est proposé à moitié prix si des clients juifs et arabes le partagent ensemble à la même table. C'est un reportage de Maël Benoliel. Faites du houmous, pas la guerre. L'un est juif, l'autre est musulman. Tous les deux assis à la même table, ils s'apprêtent à manger un houmous. En faisant cela, ils se verront offrir une remise de 50% sur leur addition. Cette idée, c'est celle de ce restaurateur israélien qui propose d'oublier les différences, au moins le temps d'un repas, ou quand la purée de pois chiches devient un symbole de coexistence et d'espoir. Comme je dis toujours, s'il y a bien un mot qui représente la paix et qui a un rapport avec la nourriture, c'est le houmous. S'il y a bien quelque chose qui rapproche les juifs et les arabes, c'est bien le houmous. Cela ne fait que 4 mois que Kobi est installé ici. Il y a quelques jours, alors même que la recrudescence des tensions fait craindre une nouvelle intifada dans la région, il poste ce statut sur les réseaux sociaux. Peur des arabes, peur des juifs, chez nous, il n'y a ni arabes ni juifs, il y a des êtres humains.
Résultat, plus de 6500 likes sur Facebook en quelques heures. En Israël, comme partout ailleurs dans le monde, le buzz est créé. Et depuis, le bar à houmous de Kobe ne désemplit pas. Les gens sont enthousiastes et viennent beaucoup plus nombreux. Pas forcément pour bénéficier de la promotion d'ailleurs, surtout par soutien et parce qu'ils s'identifient à ce que je pense. Mais de là à ce que ça dépasse les frontières d'Israël et que ça intéresse tellement de gens, toutes les plus grandes télévisions du monde n'arrêtent pas de m'appeler, c'est disproportionné. Et voilà, mon téléphone qui sonne encore, c'est fou. Un mal pour un bien, le jeune entrepreneur profiterait-il de la vague de violence de ces dernières semaines? Lui, en tout cas, s'en défend. Ça n'est pas une mauvaise pub pour moi et c'est bon pour le business, mais ce statut, je l'ai écrit avec mon cœur, parce que c'est des choses auxquelles je crois et c'est beaucoup plus important que le business. Quoi qu'il en soit, en Israël, qu'on soit juif ou musulman, plus de 6 kilos de houmous sont avalés par an et par personne. Celui de Kobe, d'après ce client, n'a rien à envier au meilleur. Le houmous est super, voilà, là son restaurant est rempli, tant mieux. Il faut plus d'initiatives comme ça. C'est à Kfar Vitkin, dans ce centre commercial derrière moi, que cet Israélien tient son houmous bar. Alors si vous aussi, vous êtes d'abord un être humain comme Kobe et que vous aimez le bon houmous, c'est dans son restaurant que cela se passe. Voilà, on va se retrouver dans une dizaine de minutes avec ce débat sur l'histoire ouvert par Benjamin Netanyahou aujourd'hui à propos du Moufti de Jérusalem. On sera donc avec des historiens pour en parler. Et puis bien sûr, dans un instant, toutes les précisions à propos du nouvel attentat qui s'est produit il y a quelques instants dans le Gush Etzion. 4 blessés, dont un grave selon un premier bilan. Le terroriste a été abattu après avoir foncé sur des soldats. Journal à venir. On parle histoire ce soir dans cette dernière partie du Grand Direct avec cette question d'ailleurs à propos de Netanyahou aujourd'hui. A-t-il voulu réécrire l'histoire de la Shoah en affirmant que le grand moufti de Jérusalem avait joué un rôle décisif auprès d'Hitler en lui soufflant carrément l'idée d'éliminer les Juifs d'Europe. Question évoquée donc par Netanyahou aujourd'hui et fortement débattue d'ailleurs par les historiens. On va le faire nous aussi dans un instant, mais d'abord, explication en images, Joseph Emmanuel. Il provoque l'ire de la gauche israélienne, les critiques de nombreux historiens et la colère des Palestiniens. Binyamin Netanyahou remet en cause l'influence qu'aurait exercé le moufti de Jérusalem sur Hitler. Yasser Arafat comme Mahmoud Abbas ont souvent publiquement affirmé que les Palestiniens n'avaient rien à voir avec la Shoah. Une thèse totalement remise en cause ce mercredi par le Premier ministre de l'État d'Israël devant le 37e congrès sioniste mondial. Hitler ne voulait pas à ce moment exterminer les Juifs. Il voulait expulser les Juifs. Et le moufti a été voir Hitler et lui a dit « Si vous les expulsez, ils vont tous venir ici ». Hitler demande alors ce qu'il fera d'eux. Et le moufti répond « Brûlez-les ». Alors qui est ce moufti de Jérusalem et quel lien l'unissait au Troisième Reich? Mohamed Amin al-Husseini, né à Jérusalem en 1895, la Palestine est encore la propriété de l'Empire ottoman, mais c'est pendant le mandat britannique qu'Husseini devient un chef religieux et nationaliste. Il devient le grand moufti de Jérusalem. En 1933, Hitler est élu chancelier d'Allemagne. Les Juifs fuient en masse l'Europe et le moufti se bat contre le pouvoir britannique avec un objectif unique, empêcher l'immigration juive en Palestine. Mais malgré les restrictions imposées par les Anglais, les Juifs reviennent dans leur patrie ancestrale et le moufti instigue la grande révolte arabe de 1936. Elle durera 3 ans, fera des milliers de morts. Mais elle est un échec militaire pour le camp arabe. Les Britanniques expulsent les responsables de cette révolte. Husseini part pour l'Allemagne. Nous sommes à la veille de la guerre. Le moufti choisit donc le camp nazi. La guerre mondiale éclate, mais Husseini continue sa guerre contre les Juifs et depuis Berlin. Persuadé de la victoire du Reich, il aimerait obtenir à l'issue de la guerre un grand État arabe. En Allemagne, il est un invité de marque, il est même invité par Hitler, c'est la première rencontre entre les deux hommes. Nous sommes le 28 novembre 1941, les deux hommes s'exposent leur vision du problème juif en Europe mais aussi en Palestine. Hitler introduit le moufti au chef des SS, Himmler. Quelques semaines plus tard, un bureau est mis à la disposition du leader palestinien. Il est même nommé Gruppenführer dans la SS, l'équivalent de général. Le moufti est alors partout en Allemagne. Il est reçu dans les ambassades
s'exprime à la radio et c'est depuis les ondes allemandes que le chef palestinien exhorte les Arabes à tuer les Juifs partout où ils se trouvent. Avec Himmler, le Moufti met en place en février 1943 une légion SS bosniaque. Des milliers de musulmans des Balkans sont alors recrutés. Ces hommes sont la légion arabe du Moufti palestinien de Jérusalem. La légion se rendra célèbre pour de nombreuses atrocités commises contre les Yougoslaves et contre les Juifs. Mais les Allemands perdent la guerre, le Moufti est accusé de crimes de guerre, il se réfugiera en France et mourra à Beyrouth en 1974 sans jamais n'avoir été jugé. Alors, on va essayer d'évoquer cette question soulevée par Netanyahou avec bien deux spécialistes ici en studio. Tout d'abord, Alain Michel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Shoah. Vous avez écrit notamment cet ouvrage, Vichy et la Shoah, qui apparaît ici à l'écran. On sera dans un instant au téléphone également avec un autre spécialiste des religions. Mais d'abord, un mot, Alain Michel. Pourquoi est-ce que c'est une contre-vérité, ce qu'a dit Netanyahou, ou est-ce qu'il y a matière à interprétation dans les propos qu'aurait tenu le Moufti de Jérusalem? Parce que Netanyahou a été très précis aujourd'hui. Il y a un dialogue entre lui et Hitler. Bien sûr, mais il a dit deux choses, Netanyahou. Une chose qui est vraie et une chose qui est fausse. Et le problème, c'est que la chose fausse est tellement énorme que ça a couvert totalement l'autre partie de son discours. Donc, ce qui est faux, c'est que le Mufti aurait eu une influence quelconque sur le déclenchement de la Shoah. Et la rencontre, on l'a dit dans le sujet qu'on vient de voir, s'est faite pour la première fois le 28 novembre 1941. La Shoah a commencé en juin 1941, alors sans rentrer dans tous les détails. Elle s'étend ensuite à partir de l'automne. Les nazis n'ont pas besoin du Moufti pour décider de tuer les Juifs d'Europe. Mais est-ce que la fameuse solution finale, qui est on va dire l'élimination industrielle des Juifs décidée à partir de 1942, est-ce que ça n'aurait pas pu être influencé justement par le Moufti de Jérusalem? D'abord, elle n'a pas été décidée à partir de 1942. La seule hésitation qu'on a aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'en octobre 1941, c'est déjà le sort de l'ensemble des Juifs d'Europe qui a été fermé par Himmler et par Hitler, ou est-ce qu'il y a eu encore une étape, à savoir que c'était les Juifs de l'Est, Pologne, Roumanie, etc., qui étaient visés, et que les Juifs occidentaux, par contre, en Allemagne et en France, la décision finale de la solution finale pour eux a été prise seulement en mars 1942. Mais ça n'a rien à voir du tout avec la présence du Mufti. Par contre, oui, la présence du Mufti a à voir sur ce qui aurait pu se passer ici en terre d'Israël, qui était donc à l'époque la Palestine anglaise. Je vous rappelle quand même qu'on se bat dans les déserts de Libye et que l'armée anglaise recule devant les chars de Rommel. Et si Rommel avait fini par conquérir l'Égypte et donc automatiquement effectivement la Palestine anglaise, là il y a effectivement, et sans doute à la demande de Husseini, d'après ce qu'on peut comprendre, un commando, un Netzatz groupe donc un commando spécialisé en extermination qui attend à Athènes pendant l'année 42, qui s'est formé là-bas et qui finalement ne pourra pas venir puisque ça va être El Alamein et que les Anglais vont gagner. Mais ça a sans doute sur ce côté-là eu une influence extrêmement importante. Donc oui, il y a des liens du Mufti avec la solution finale, mais en 1941, avant que le Mufti arrive à Berlin, la décision d'exterminer en tout cas la grande majorité des Juifs d'Europe est déjà prise. Et déjà en action, vous le disiez, notamment en Union soviétique. Alors, en ligne avec nous également, Ephraim Herrera, qui est docteur spécialiste en histoire des religions. Bonsoir à vous. Je montre votre dernier ouvrage à l'écran, Étincelle de Manitou. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous partagez l'opinion de la majorité des historiens de la Shoah, justement aujourd'hui, de dire que c'est une contre-vérité qu'a cédé Netanyahou sur l'idée finalement d'éliminer les Juifs d'Europe qui aurait pu être soufflée à Hitler par le Moufti de Jérusalem? Je crois que le point important est de comprendre que Hadj Hamid el-Husseini était un antisémite profond qui a appelé à l'extermination de tous les Juifs. Si on lit sa brochure qu'il a écrite à l'attention des musulmans engagés dans la division SS de la Bosnie, on ne parle pas d'une division qui était censée arriver en Israël, la division SS de la Bosnie, on y lit des très profondément antisémites, les Juifs étant assassins de prophètes, ennemis de l'islam depuis le début, les assassins de Mohammed,
et que les musulmans doivent exterminer. Et il a appelé Hitler à exterminer les juifs. Et pas uniquement ceux d'Israël. Le problème de base de Haj Hamid al-Husseini n'était pas uniquement national, mais surtout antisémite. Et ça, c'est le point important, bien plus important que la discussion sur laquelle on se concentre aujourd'hui, qui est principalement politique. Oui, mais enfin, ce qu'a dit Netanyahou quand même, Ephraim Herrera, c'est il rapporte un dialogue très précis entre le Moufti et Hitler, et il soutient que c'est le Moufti qui a dit à Hitler, eh bien, brûlez les Juifs si vous ne savez pas quoi en faire. Est-ce que vous pensez que le Moufti ait pu avoir cette influence aussi grande sur Hitler? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que Hitler, au début, avait comme idée d'expulser les Juifs, de faire de l'Allemagne une zone Judenrein, sans Juifs. Le projet de Madagascar a été mis en place ensuite par Eichmann jusqu'en 1940. Ensuite, on a abandonné ce projet puisque les Anglais étaient trop forts sur la mer. Et à partir de 1941, il y a l'idée d'exterminer les Juifs. Elle est là avant que Haj Hamid al-Husseini vienne. La décision officielle, Wannsee, etc., c'est juste après. En novembre, Haj Hamid al-Husseini appelle Hitler à exterminer les Juifs. Quelle a été l'influence? Probablement, la décision était déjà prise par les Allemands. Mais enfin, voilà, elle a été appréciée. On appréciait cet arabe blond aux yeux bleus, dont la racine devait probablement être aryenne. Ouais. Et qui parlait exactement d'exterminer les Juifs et qui disait que le nazisme et l'islam ont le même but. Alors justement, ça c'est intéressant, Alain Michel, parce qu'on a toujours dit que le nazisme était une théorie de supériorité de la race aryenne. Comment les Arabes étaient-ils vus justement par les nazis? C'est très ambigu, parce que en théorie, justement, les Arabes sont quand même des Sémites. Mais comme dès le début des années 30, il y a des intérêts stratégiques entre le monde arabe d'un côté, Hitler qui arrive au pouvoir de l'autre, donc c'est des choses qui vont être mises sous boisseau, sous couvert. En réalité, dans cette espèce de vision absolument terrible d'un monde qui serait basé sur les races, les Arabes ne sont pas loin des Juifs. Mais on a mis ça entre parenthèses parce que les ennemis de nos ennemis sont nos amis, donc Hitler avait besoin non seulement de El-Husseini, mais de l'ensemble du monde arabe. Ephraim Herrera, on voit bien aujourd'hui que Netanyahou poursuit un but précis en rappelant en tout cas cette référence historique, même si elle n'est pas totalement vraie, c'est de montrer qu'il y a un antisémitisme qui aujourd'hui peut dominer peut-être le combat des Palestiniens contre Israël. Ah oui, ça c'est un fait certain. Il faut bien prendre conscience que sur le site officiel de Mahmoud Abbas figure son doctorat écrit en 1984 à Moscou sur la Shoah et le sionisme, dans laquelle il affirme qu'il y a eu une collaboration nazi-sioniste pour exterminer les juifs non sionistes et en échange obtenir l'émigration des sionistes. Il cite Forisson sur le nombre exagéré de juifs exterminés et les résultats sont bien clairs. Vous avez environ 70% des Palestiniens qui pensent que les données du nombre de juifs pendant la Shoah est grossièrement exagéré. Donc ça c'est un problème de base. Ce problème de base concerne aussi les Arabes et les musulmans israéliens. Quand on sait que 40% des musulmans israéliens pensent que l'Holocauste n'a jamais existé. Et si on va dans la bande de Gaza, alors là pour le Hamas c'est très simple. Non seulement l'Holocauste n'a jamais existé, mais pour eux, la question théologique, pourquoi Allah a réuni tous les juifs sur la terre d'Israël des quatre coins du monde alors qu'en fait il soutient les musulmans et pas les juifs, c'est pour que les musulmans puissent les exterminer tous d'un coup. Alain Michel, il y a vraiment un antisémitisme qui ressemble à celui des nazis. Je crois qu'il faut distinguer peut-être deux choses. C'est-à-dire, il y a d'une part la question du regard sur l'histoire, et là effectivement il y a une négation de la Shoah qui est très frappante. Moi je l'ai vu moi-même avec des élèves arabes que j'ai emmenés en Pologne et qui se sont effondrés le premier soir et nous ont raconté ce qu'ils avaient entendu chez eux. Donc il y a une négation extrêmement importante, très répandue, et il faut absolument travailler sur ce point. Sur le plan de l'antisémitisme, je pense qu'il y a un antisémitisme arabe spécifique qui a ses sources dans l'islam, mais qui est quand même, même si l'antisémitisme du point de vue des résultats se ressemble, mais qui est quand même quelque chose de différent. Mais lorsqu'on peut se servir d'écrits antisémites de Hitler, Mein Kampf ou autre chose, alors bien entendu on
le fait, d'où le fait que Mein Kampf est réédité régulièrement par un certain nombre d'ambassades arabes. Ouais, et il sera réédité en France d'ailleurs très bientôt, ce qui pose aussi pas mal de questions. Un mot sur cette solution finale qu'on en a dit. Est-ce que l'idée d'éliminer les Juifs était présente très tôt dans l'esprit d'Hitler, à votre avis, ou est-ce que... On ne peut pas sonder les reins et les cœurs. Il est à peu près certain que chez Hitler, et pas seulement chez lui, mais dans un groupe de gens très extrêmes, qui justement vivaient ces idées racistes comme quelque chose de tout à fait vrai, exact, et le sentaient profondément, il y a un désir secret d'éliminer les Juifs du monde. Mais c'est quelque chose qui n'existe pas concrètement jusqu'à l'année 1941. C'est l'opportunité du développement de la guerre, et surtout de cette guerre qui n'a pas de règles vraiment, qui se déclenche en URSS, qui ouvre la porte. À partir de ce moment-là, alors tout est permis. Ceci étant, il faut rappeler par exemple que Yehuda Bauer, donc le grand chercheur de l'université hébraïque et de Yad Vashem, a montré que les nazis auraient été prêts à échanger les Juifs ou une partie des Juifs encore tardivement. Donc même s'il y a une décision d'extermination, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Et là, on en arrive à un autre problème qui est le fait que les Alliés n'ont rien fait pour sauver les Juifs alors qu'il était possible d'en sauver une partie. Bon, en tout cas, le Moufti de Jérusalem n'a pas, et ça c'est pour vous une certitude, la place que lui accorde aujourd'hui Netanyahou dans ce processus de déclenchement donc, de la Shoah et l'élimination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Merci Alain Michel. Je remonte à votre livre, Vichy et la Shoah. Je remercie également, parce qu'il était avec nous au téléphone, Ephraim Herrera. Merci à vous. Merci à vous. Étincelle de Manitou, c'est votre dernier livre qui sort ces jours-ci justement. Merci d'avoir été au téléphone avec nous. On va rappeler également ce qui s'est passé tout à l'heure avec les toutes premières images qui nous parviennent. Cette nouvelle attaque à la voiture bélier dans le Gush Etzion, donc avec 4 blessés, dont un grave. Il s'agit d'un groupe de soldats fauchés par un automobiliste palestinien, un terroriste qui a ensuite été abattu et tué par d'autres soldats présents sur les lieux donc de cette nouvelle attaque à la voiture bélier. 4 blessés donc dont un grave. Les précisions à venir dans un instant et dans le journal de notre envoyé spécial Cyril Amar qui est sur place. On vous rappelle que cet après-midi déjà une soldate de 20 ans avait également été poignardée très grièvement au cou. Elle est hospitalisée ce soir dans un état sérieux à Jérusalem. Voilà donc pour les toutes dernières informations. Nouveau journal complet dans un instant avec Steve Jourdain. Bonne soirée.